Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mardi le 22 septembre 2020 et on a l'impression que déjà l'été nous quitte. Les soirées sont plus froides, le soleil va se coucher plus de bonne heure et bientôt, selon la région où vous êtes, vous allez voir des feuilles qui passent du vert vers le jaune, le rouge, vers toutes sortes de couleurs, un peu comme le code de couleur que l'on retrouve désormais sur le site québec.ca, le site du gouvernement du Québec, pour expliquer que si on veut au Québec aujourd'hui être fonctionnel, il faut avoir pris son café le matin et le jeu de couleurs qui s'applique à notre région. Et attention, de jour en jour, tout ça peut changer vraiment vite. Je ne sais pas s'il y en a qui sont prêts à faire un voyage dans le temps avec moi. C'est un voyage dans le temps qui recule d'une semaine. Attention, on y va. 3, 2, 1, pouf! On est revenu au 14 septembre, il y a une semaine et un jour. Et cette journée-là, il y a le docteur Éric Litvak de la Fédération des médecins, la FMSQ en fait, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui a sorti ce qui s'appelle le document qui permet de fonder l'intervention graduelle et le système d'alerte. C'est le système pour la suite de la pandémie. J'ai presque envie d'appeler ça la plandémie puisque tout ça est planifié. Et c'est là-dedans qu'on retrouve, comme les couleurs d'automne, des couleurs. Ceux qui ont vu au départ la carte l'ont vu avec beaucoup de vert et un peu de jaune. Déjà, 2 jours après le lancement des codes de couleurs, on avait presque tout le sud du Québec qui était déjà en jaune. Le reste du Québec, comme la Côte-Nord, était en vert. Mais là, cette semaine, on est rendu le 22. Donc, ça n'a pris qu'une seule petite semaine pour déjà atteindre des niveaux orange dans certaines régions, dont la mienne, celle de votre auguste serviteur, Chaudière-Appalaches. Mais attention, on n'était pas les seuls à Lévis à être en code orange, en zone orange. Il y avait également Montréal. Et aujourd'hui, on a vu que les gens de Laval nous ont rejoints dans le code orange. Et dans le cas de la capitale nationale, il y a un code que personne n'avait vu venir, c'est celui assuré, où c'est jaune et orange. Jaune dans le sens que de chaque côté de la capitale nationale, non Port-Neuf, et plus dans le coin de Bois-Châtel, tout ça, c'est jaune. Mais dans la capitale nationale comme telle, c'est orange. Alors, aussi bien Québec que Lévis, c'est orange, et Montréal, Laval, c'est orange. Et on me dit qu'à Longueuil, il y a des gens qui vont essayer de tester beaucoup, par exemple, dans les écoles. Alors peut-être que là aussi, il va y avoir des cas en nombre supplémentaire, ce qui fait que peut-être même la Rive-Sud de Montréal va éventuellement passer au code orange. Mais présentement, au moment où je vous parle, Longueuil est encore en code jaune. Donc, on continue de regarder toutes ces belles couleurs-là qu'on aimerait bien mieux voir dans les arbres que sur un site web pour nous dire que tout à coup, nos libertés, elles sont non seulement encadrées, elles sont limitées. Alors, ça veut dire quoi un code orange? Il va falloir également s'intéresser au code rouge, parce que vous savez qu'après le code orange, ça va être le code rouge, et déjà, on nous menace que le code rouge pourrait arriver. Vous le savez mieux que quiconque, tous ces codes-là, ça vient changer beaucoup de choses dans votre vie. S'il fallait que votre enfant soit dans une école où finalement elle est située en zone rouge, s'il devait être à la maison pour les études, ben à ce moment-là, il va falloir qu'un parent reste ou il va falloir une forme de supervision à la maison pour plusieurs élèves. Donc, ça vient un petit peu changer peut-être les plans pour les parents qui avaient pensé travailler à l'extérieur. Ils vont peut-être devoir télétravailler. De toute façon, si c'est une zone rouge, selon l'emploi, selon l'employeur, selon les sensibilités, il peut y avoir à ce moment-là des nouvelles consignes qui vont être données par la direction. Donc, tout ça est une cible en mouvement. Ça fait que déjà, c'est pas facile de faire des affaires de manière un peu normale. Le mot normal est très galvaudé ces temps-ci, surtout avec la nouvelle normalité. Mais en plus, si on se met à devoir finalement ajouter les problématiques d'école, de déplacement interrégional, parce que vous savez qu'en mode orange, il y a... en fait, ce qu'ils disent très spécifiquement à propos des déplacements interrégionaux, c'est qu'ils sont non recommandés. Vous pouvez quand même vous déplacer entre les régions, mais comme c'est non recommandé, il se pourrait que ce soit un prélude pour la zone rouge où les déplacements interrégionaux, c'est seulement pour les déplacements essentiels. Donc, si une région devait passer au rouge, là, ça veut presque dire que vous allez être pris dans une zone
Donc, évidemment, ça ajoute des stress à des gens qui voient une situation s'en venir qui est difficile à circonscrire. Intellectuellement, tout ça, là, les codes de couleur, ça existe au Québec depuis un peu plus qu'une semaine et déjà, il n'y a que ça dans le narratif du gouvernement. Et on parle de quelques cas par million qui font que ces codes-là élèvent de couleur. Donc, il y a beaucoup de restrictions pour très peu de cas supplémentaires. Pas forcément des morts, mais juste des cas. Des cas, des hospitalisations. Le verbiage, le jeu des mots qui est utilisé dans les grands médias et au gouvernement tiennent d'une forme de propagande politique aussi. Ce n'est pas que sanitaire. Il y a plus. Et de plus en plus de gens s'en rendent compte. Le jeu des masques qui est vraiment un jeu, en fait, parce que vous avez eu le docteur Rosenberg qui a eu le courage ou la gentillesse de venir en parler. Professeur à McGill, docteur, une excellente réputation, et il a persisté et signé sur ses propos. Donc, comment se fait-il que ce soit encore autant censuré? Comment se fait-il que ce soit encore contesté? Comment se fait-il que la classe politique ne veuille pas adresser ce que ce docteur a courageusement dit sur les ondes de CTV? C'est une excellente question et il appartient au gouvernement d'y répondre. Mais pour l'instant, les citoyens s'interrogent, et à juste titre. Alors, on pourrait parler des paliers toute la soirée, mais j'aimerais vous amener tout de suite sur, puis ça va vous surprendre, un sujet que j'ai parlé qui n'a pas eu beaucoup de traction, parce que j'ai l'impression que ça fait peur aux gens un petit peu. Dans mon Facebook, sur mon flux, je l'ai publié. Moi, je pensais que les gens diraient « OK, on a compris que tout ça, finalement, c'est un système de surveillance », et certains l'ont compris. Mais c'est une start-up américaine qui est financée, entre autres, par Mark Andreessen. Donc, c'est une start-up qui veut concurrencer les Boeing puis tout le complexe militaro-industriel traditionnel. Ça s'appelle Anduril. A-N-D-U-R-I-L. C'est un nom de compagnie que vous n'avez jamais entendu, à part si vous écoutez des émissions qui parlent un peu des chevaliers puis des princes puis des choses un petit peu plus vieux. Bon, ça a une définition par rapport à un glaive, si je ne me trompe pas. Toujours est-il que cette compagnie-là a des outils de surveillance et de contrôle. Donc, vous savez que si on a une zone rouge au Québec, ben, il va falloir qu'ils contrôlent les accès, les entrées et les sorties. Il va falloir qu'ils surveillent, voir s'il y a des gens qui vont trop loin, s'il y a des gens qui ne respectent pas des règles. Ben, ça va prendre des systèmes de surveillance. Ben, imaginez-vous donc que chez Anduril, qui travaille avec le Border Patrol américain, qui travaille avec les US Marines, qui travaille avec la Royal Marine anglaise d'Angleterre, qui travaille avec finalement des forces armées américaines, le Northern Command aussi. Donc, il travaille avec à peu près tout le monde qui a besoin de surveillance et de vérifier des grands territoires. Bien, imaginez-vous donc que tout ça maintenant est alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, imaginez une prison que vous ne voyez pas, qui n'a pas de mur, mais qui a des drones, qui a des installations au sol avec des senseurs, des caméras, du thermique, puis tout ça est géré avec l'intelligence artificielle depuis un poste de commande local ou à l'autre bout du monde. Il n'y a plus de limite, ou les deux. Et vous pouvez avoir une armée de drones dans les airs qui vont patrouiller une zone, et chacun de ces drones-là peut avoir des outils spécialisés. Donc, il peut y avoir des haut-parleurs pour dire aux gens toutes sortes de messages. Vous ne devez pas dépasser telle ligne, des choses comme ça. Il peut y avoir également des équipements comme des lasers pour viser. Et ça marche avec des... ça s'appelle des SLAM. C'est des missiles, en fait. C'est que ils peuvent viser au laser depuis le ciel sur une cible. Donc, c'est très difficile de se cacher. Et il peut y avoir une mesure qu'eux autres appellent des mesures tactiques, où est-ce qu'ils peuvent envoyer un missile sol-air ou sol-sol ou air-sol vers une cible, mais guidé par le laser du drone ou des drones, parce que tout ça est géré par l'intelligence artificielle. Mais ce que je vous parle là, c'est pas dans 50 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans un an, c'est pas dans une semaine, c'est maintenant. Il peut y avoir des gouvernements du monde entier qui sont probablement alignés sur la force américaine, qui vont pouvoir se munir de ce type de solution-là pour prendre un périmètre et le sécuriser via une surveillance avancée et unifiée à l'intérieur d'une plateforme qui s'appelle Lattice, L-A-T-T-I-C-E.
C'est une forme de grille matricielle qui va être contrôlée par l'intelligence artificielle. Donc, plus il y a d'outils sur le terrain pour monitorer, puis plus ça va être difficile de se déplacer sur ce terrain-là sans être monitoré. Donc, ce système-là d'intelligence artificielle peut être connecté à des bases de données externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des bases de données, par exemple, un téléphone cellulaire dans lequel il y aurait une identité numérique. On se rappelle du projet d'Éric Kerr de l'identité numérique du Québec. Il y a ce genre de projet un peu partout. Donc, il pourrait y avoir à ce moment-là une forme de lecture à distance de savoir si vous êtes autorisé à vous trouver sur le territoire qui est protégé par Anduril. Il faut comprendre que tout ça, finalement, ça vient se recouper au même moment. Et là, je vous parle de Anduril, qui est une compagnie start-up américaine qui dessert vraiment les forces occidentales, appelons-les comme ça. Mais il faut comprendre que Anduril n'est qu'un exemple parmi d'autres de compagnies qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des opérations tactiques extrêmement précises, extrêmement rapides, avec une surveillance jamais atteinte auparavant sur des territoires. Et ça fait en sorte que la concurrence peut aller encore plus loin parce qu'aux États-Unis, comme les gens qui sont derrière Anduril le disent, il y a des considérations légales, éthiques et même de morale derrière l'utilisation d'un système de surveillance comme celui-là qui peuvent utiliser, entre autres, pour la frontière États-Unis-Mexique parce qu'ils ne font pas que monitorer le mur, ils monitorent aussi dans les terres. Donc là, avec ces systèmes-là, ils sont capables d'avoir des armées de drones qui se promènent un peu partout avec des stations au sol qui sont complètement autonomes et qui sont rapides à déployer ou encore qui peuvent être installés là pour le très long terme. Donc, tous ces systèmes-là fonctionnent complètement main dans la main. Donc là, je viens de vous parler des codes de couleurs au Québec qui sont en train de changer comme les feuilles d'automne. Ça a passé du vert, qui était vraiment agréable en été, à des couleurs qui, selon votre région, plus vous êtes au sud, plus vous commencez à voir du jaune, du rouge, du orange. Mais là, vous avez un système de surveillance qui existe. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'ils vont installer au Québec. Je vous dis juste qu'aux États-Unis, quand ils veulent surveiller une zone, ils n'ont plus besoin d'envoyer quelqu'un avec un pick-up. Ça, c'est pour l'intervention tactique. Mais pour la surveillance, ils sont rendus avec des systèmes extrêmement avancés. Et grâce à l'intelligence artificielle, l'individu qui se trouve à monitorer tout ça a tout le travail qui est fait pour lui un peu. Il va y avoir encore sûrement une chaîne de commandement, mais plus ça va, plus on voit que déjà, c'est l'intelligence artificielle qui fait le gros du travail, qui s'assure que les drones reviennent pour être rechargés, qu'il y en a d'autres qui y aillent, qui vont aller exactement au bon endroit. Donc, il va y avoir de la programmation de ce système-là pour que tout soit bien monitoré. Mais une fois que c'est lancé, c'est plutôt précis et c'est plutôt complet. Donc, il y a chez Anduril un appareil même qui, lui, s'appelle le Anvil. Et le Anvil, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il repère d'autres drones qui voudraient venir monitorer le secteur ou encore attaquer les drones de monitoring de Anduril. Et puis le Anvil va aller frapper avec la force cinétique afin de pulvériser ou détruire les drones ennemis. Donc, il peut y avoir une armée de Anvil de la compagnie Anduril qui vont protéger physiquement la zone. Mais dans les documents publics, ils ne vont pas aussi loin que de dire que ça pourrait attaquer un humain. Mais on comprend très bien que la force cinétique qui peut être développée avec un drone qui tombe du ciel sur vous est probablement suffisante pour tuer un être humain, mais ils ne vont pas jusque-là dans les informations, c'est vraiment pour s'attaquer à un autre drone. Mais quand même, il faut penser que si jamais la surveillance se fait par des outils électroniques comme ceux-là, très avancés et connectés sur l'intelligence artificielle et probablement imbriqués avec la technologie de surveillance de l'identité numérique comme celle qu'Éric Kerr est en train de nous amener en disant « Aucune transaction au Québec ne pourra avoir lieu sans passer par l'autorisation de l'identité numérique », parce que c'est ça qui va arriver. Vous ne pourrez plus aller à la quincaillerie et acheter quoi que ce soit avec votre paiement numérique si l'identité numérique de Éric Kerr ne vous dit pas que c'est OK, que vous avez été identifié, donc que vous pouvez utiliser votre visa parce que c'est bien vous. Il y a une logique derrière tout ça. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il y ait de fraude, mais en même temps, s'il faut perdre au passage votre
votre identité, votre vie privée, ben là, il y a d'autres considérations. Et du côté de la CAQ, comme toutes les mesures qui nous ont amenés depuis quelques mois, ça avance à la vitesse grand V et les débats sociaux sont à peu près absents ou alors vraiment pas suffisants. Donc, c'est vraiment unilatéral la manière que ça s'implante actuellement et on se retrouve au Québec avec des mesures comme celles que la CAQ amène où l'identité numérique va être tellement omniprésente qu'on ne sera plus capable d'exister au Québec socialement sans avoir l'identité numérique conforme, sans avoir un petit écran vert sur notre écran cellulaire. S'il y a un écran jaune, oh, tu n'as pas payé ton renouvellement d'identité numérique, ou tu n'as pas rentré les bons renseignements, ou tu n'as pas fourni le dernier document qu'on t'a demandé, ou il y a eu un autre problème, ou l'écran rouge, ça veut dire que là, tout à coup, tu n'es plus recevable. Mais là, qu'est-ce qui arrive si l'identité numérique donne un écran rouge? Ça veut dire que, oh, là, il y a peut-être un problème. Donc là, tu peux plus, je sais pas, aller à l'épicerie, tu peux pas aller à ton travail. Quelles vont être les limitations? Tout ça, présentement, ça fait l'objet de spéculation. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fait de débat sociétal digne de ce nom. Alors, on se retrouve avec des problématiques majeures qui vont arriver par la force des choses, mais qui présentement sont un peu balayés sous le tapis pour nous présenter un projet d'1,5 milliard d'identité numérique au Québec, qui est payé à même notre trésor public, pour faire quelque chose qui va très bien servir le gouvernement pour contrôler, pour centraliser, pour être finalement un poste de payage, peut-être au début gratuit, mais peut-être éventuellement payant, le sait-on jamais, parce que le permis de conduire au Québec, on le paye. Le passeport au Canada, on le paye. L'identité numérique, ça va être vraiment gratuit pour toujours. Le sait-on jamais, ça pourrait devenir payant. Alors, ces questions-là, présentement, elles sont complètement évacuées par la CAQ et Éric Kerr ne se presse pas pour venir vraiment répondre aux questions pour le futur. Présentement, il ne se concentre que sur la construction de quelque chose, un peu comme Andrew Hill aux États-Unis, qui construit son système de surveillance partout où les Marines, où la protection des frontières en a besoin, partout où le Northern Command, sur toutes les bases militaires en ont besoin, puis éventuellement, les militaires qui sont locales pour regarder le système, ils vont peut-être se faire remplacer par une intelligence artificielle centrale, qui, elle, va être plus loin, puis qui va être encore plus forte que l'intelligence artificielle locale qui surveille le territoire, puis qui va voir un peu entre les territoires, voir si c'est pas une attaque coordonnée contre 4 bases militaires en même temps ou des choses comme ça. Mais là, attention, on fait juste parler des gouvernements, mais n'oubliez pas que le système qui est vendu par Andrew Hill et qui est vendu par plein d'autres petites startups dans le reste du monde, il n'y a pas que les États-Unis qui fabriquent de la haute technologie. Regardez l'Europe, la Chine, le Japon, l'Asie en général, la Russie. Tous ces pays-là, toutes ces zones-là ont toutes des initiatives un peu comme celle de Andrew Hill pour la surveillance avec l'intelligence artificielle. Des gens qui sont très riches, qui ont des grandes propriétés, des grandes industries ou qu'importe, mais qui ont des moyens financiers considérables, vont adorer ces technologies-là parce que, toute proportion gardée, ça coûte moins cher que d'acheter un avion de combat. Mais c'est très efficace pour surveiller une zone et ça donne des informations tactiques extrêmement précises à une équipe d'intervention qui peut être sur le terrain et éviter de se disperser et tout le temps intervenir en bloc et en force. Imaginez ce genre de technologie-là contre, par exemple, les gilets jaunes en France. Imaginez ce genre de technologie-là contre une foule, quelque part, avec des drones qui sont en haut dans le ciel et qui voient très exactement où les gens se trouvent, qui peut détecter si leur téléphone cellulaire a la bonne identité numérique, donc s'ils ont absolument, entre guillemets, le droit d'être là, pour qu'importe le critère que le gouvernement aura choisi, peut-être 7 jours avant, comme les codes de couleur qu'on vit présentement 7 jours après. Alors tout ça, ça fait l'objet de discussions dans le domaine militaire, et les discussions, c'est plus, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est moral, mais sinon, la technologie, elle marche plutôt bien, et puis pour eux autres, ça s'implante, ça fonctionne, et ça gagne énormément de terrain. Les gens qui sont très riches et qui peuvent se payer des armées privées, probablement que ça va aller dans le sens de ça, parce qu'on a entendu la ministre Geneviève Guilbeault au Québec dire qu'il va y avoir probablement une oreille très attentive pour la privatisation de la police publique. Alors là, je m'adresse aux policiers au Québec. Soyez parfaitement conscients que ceux qui vont vous remplacer ne sont pas forcément les policiers les plus jeunes, mais peut-être
des outils qui vont ressembler à ceux d'Anduril. C'est des outils qui sont infatigables, qui sont rentables sur le long terme et qui ont une efficacité très difficile à obtenir pour un être humain. Alors voilà, il y a peut-être dans tout ça des alignements d'étoiles. Peut-être que ce qu'Anduril fournit, peut-être que c'est ce que Mme Geneviève Guilbeault a imaginé pour le futur de la police. Une police de surveillance omniprésente qui est dans le ciel, qui est sur Terre, et puisque ça peut être connecté à n'importe quel autre réseau de données, peut-être qu'un jour, ils vont le connecter à un réseau comme la 4G LTE ou la 5G. La 5G qui est un rayonnement électromagnétique pulsé et qui est capable finalement de renvoyer des informations à un système central comme celui d'Anduril, qui est équipé d'une intelligence artificielle qui est redondante, qui est dans un nuage, qui est extrêmement puissante, pour analyser absolument tout ce qui se passe sur le terrain, non seulement avec la 5G, mais aussi avec des caméras, des senseurs, des rayonnements. Ils sont très avancés à ce niveau-là. Et pourtant, c'est une start-up. Mais déjà, ils font peur à des compagnies comme Boeing, qui sont beaucoup plus grosses, Lockheed Martin, puis tous les gros du domaine du complexe militaro-industriel américain et des autres pays. Alors voilà, je voulais vous en parler parce qu'aujourd'hui, je voulais être pratico-pratique parce que la plupart des gens ignorent où ça s'en va. Ils entendent parler du dossier de l'identité numérique, ils disent « Bon, 1,5 milliard, c'est donc bien le fun, je vais pouvoir payer avec mon iPhone, avec Apple Pay plus facilement. » Puis ils n'ont pas compris que tout ça, c'est une matrice de contrôle. C'est une matrice pour limiter les gens et non pas pour donner des ailes. En fait, le pitch de vente, c'est de donner des ailes. On dit « Ma foi, vous allez être identifié partout où vous allez, c'est le rêve, vous n'aurez plus de portefeuille à traîner, il y a juste votre smartphone dans vos poches et on vous identifie. » Mais attendez, parce que ce n'est qu'une question de temps avant que la façon de vous identifier ce soit biométrique, la manière dont vous marchez, votre rythme de respiration, jusqu'à l'iris dans vos yeux, jusqu'à vos empreintes numériques, ou encore une autre façon de vous identifier électroniquement, probablement avec une puce sous la peau ou autre chose. Tout ça va peut-être devenir l'outil de contrôle pour un système de surveillance. Et le système de surveillance, il n'est peut-être pas juste pour délimiter une zone d'une base militaire ou une frontière entre deux pays. Pourquoi ce ne serait pas pour une école? Ah, on veut protéger vos enfants, donc on va s'assurer de leur mettre juste une petite puce, puis il va y avoir un beau petit système Anvil qui va protéger le périmètre de l'école. C'est pour pas qu'ils se fassent enlever. Et voilà, c'est souvent comme ça qu'avec des bonnes intentions, des idées vraiment épeurantes peuvent arriver. Mais il faut y penser maintenant. Puis puisque le gouvernement refuse d'avoir des discussions éduquées avec le public présentement, ben il faut les avoir, nous autres. Et puis je vous invite à en parler dans les commentaires, à en parler dans les forums autour, dans les autres réseaux sociaux, de discuter de ça. Est-ce qu'on est prêt à avoir une société sous surveillance et avoir une société où l'identité numérique est devenue omniprésente? Puis je vous en parle parce que absolument tout en société va aller autour de ça. Parce qu'imaginez, là, ici, les codes de couleur, là, ce qu'ils disent, c'est que tel commerce a le droit d'opérer, tel commerce est limité, puis tel déplacement, tu n'as pas le droit. Puis... Mais imaginez quand ça va être rendu avec des systèmes de surveillance comme ça pour se déplacer entre les différentes régions pendant qu'ils sont en code rouge parce qu'il y a un cas supplémentaire ou deux cas supplémentaires parce que ça monte extrêmement vite. On est 8,45 millions, puis tout à coup, tu as 5 cas de plus, puis wow, les couleurs commencent à flasher. C'est incroyable comment les critères sont extrêmement sensibles. C'est comme si tu écoutais ton volume sur ton système de son, puis il est à 1, puis tu le mets à 1.0.01, puis pouf, tu es rendu en code jaune, puis tu le mets à 0, tu mets à 1.0.02, puis pouf, tu es déjà en code orange. Tu te dis, tabarouette, rendu à rouge, ils n'auront plus de code. Ça va-tu tomber en code noir? C'est comme tout le monde chez vous, que chez vous, en dessous de votre lit, grelotté, puis appeler le Père Noël, parce qu'il n'y a plus rien qui fait du sens rendu là, tu sais. Dites-le pas aux enfants. Alors, ce que je veux vous expliquer, la gang, là, c'est qu'on est dans une matrice où on ne contrôle pas notre propre gouvernance. Puis là, je n'ai pas mentionné le mot gouvernement, j'ai dit gouvernance. Parce que l'exercice qui est fait avec l'outil gouvernement par les 75 élus de la CAQ, ce n'est pas l'exercice que moi j'entends
lorsque je parle aux gens. Parce qu'on a encore le droit de parler aux gens. C'est fascinant. Comment on apprend vite quand on parle puis on ouvre nos œillères. Mais si le gouvernement parlait aux gens dans la rue, il verrait que la priorité, c'est pas l'identité numérique. La priorité, c'est pas d'avoir des systèmes de surveillance. La priorité est différente. Elle est le bien-être, le vivre ensemble, la qualité de vie basée sur les opportunités économiques qui ne sont pas piétinées par un COVID qui pulvérise l'économie du Québec, du Canada et de la plupart des pays dans le monde occidentaux qui ont suivi la doctrine extrêmement sévère de l'OMS qui ne respectait pas la science à plusieurs égards, mais qui respectait les besoins de tous ces tenants du pouvoir qui ont intérêt à voir arriver des vaccins pour passer à la caisse. Et l'OMS aussi, son modèle d'affaires est basé sur les vaccins, les analyser, les suivre, les distribuer, les autoriser. Donc, eux aussi passent à la caisse à chaque fois qu'il y a un vaccin. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas un observateur retiré de cette question-là. Au contraire, ils ont un conflit d'intérêts majeur. Et pourtant, des gouvernements du monde entier, incluant la santé publique du Québec, se mettent à genoux devant l'OMS. Et on a même le Dr Horacio Arruda qui pose à peu près tous les jours ces temps-ci avec sa pin du développement durable de l'agenda 2020-2030. Le développement durable qui est une forme de dépopulation, parce qu'on le sait, Bill Gates l'a expliqué mieux que n'importe qui. Il dit ce qui va devoir arriver, c'est qu'on baisse la population. Si on fait un bon boulot avec les vaccins, entre 10 et 15 %, les gens qui ont entendu ça la première fois, ils ne croyaient pas, c'était trop surréaliste. Mais Bill Gates a persisté et a signé, dans le sens qu'il a bel et bien dit ce qu'il a dit. Et sans le redire nommément parce qu'il a compris à quel point c'était gros, à quel point c'était beaucoup. On l'entend parler de manière très, très insistante de ces 7 vaccins en développement présentement et du doigt qu'il a mis dans à peu près tous les autres développements à un niveau ou à un autre via son alliance Gavi en Europe ou alors par des investissements directs par sa fondation Bill and Melinda Gates. Donc, tout ça est relié et à part des gouvernements comme l'Angleterre, qui donnent encore un bon montant à l'OMS, c'est vraiment Gavi et la fondation Bill and Melinda Gates qui sont les principaux financiers de l'OMS. Et en tant que contribuable au Canada, soyez assurés que vous avez contribué 760 millions de dollars directement à la fondation Bill and Melinda Gates, je pense que c'est au mois de juillet, et une semaine après, vous avez contribué un autre 600 millions de dollars à Gavi en Europe. Alors, quand je dis ces choses-là, en tant que contribuable canadien, dites-vous que vos enfants vont payer une dette nationale parce que Justin Trudeau a été éminemment généreux avec Bill Gates et tout ce qui touche. Il a également donné des centaines de millions à la fondation Clinton. Il ne regarde pas la dépense, c'est pas son argent, c'est le vôtre. D'où l'importance de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place, d'être fort, d'être dans votre cœur, de rayonner, d'exister, de vous respecter. Toutes des choses qui ne sont jamais mentionnées par le gouvernement du Québec, tout comme le fait de prendre de la vitamine C, de la vitamine D3, du zinc, dans mon cas, un petit peu de cuivre, ça fait du bien. C'est vous qui êtes capable de voir à faire de l'exercice, à respirer de l'air pur, à prendre le temps de bouger, d'exister, de bien dormir. Toutes ces choses-là ne sont malheureusement jamais, mais jamais mentionnées, ou alors très peu, par le gouvernement du Québec, qui devrait voir à votre santé immunitaire naturelle à large spectre. Mais non, ils veulent vous faire tomber dans le piège des vaccins qui, eux, sont des protections immunitaires souvent neurotoxiques avec un spectre très limité, vraiment pas large, parce que le vaccin précise la compétence immunitaire, alors que votre compétence immunitaire, lorsqu'elle est acquise de manière naturelle, elle demeure large. C'est la raison pour laquelle une compétence immunitaire naturelle a beaucoup plus de valeur qu'une compétence immunitaire acquise par vaccin ne l'aura jamais. Et d'ailleurs, les vaccins mARN qui sont considérés, vous savez que le gouvernement du Canada a mis sur pied un comité que Navdeep Bains, co-ministre de l'Innovation avec Mélanie Joly, refuse d'ouvrir au public et dévoiler tous les conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir. Donc, il préfère garder ça derrière des portes closes et garder des choses qui, à mon sens, devraient être très, très publiques. Il préfère les garder complètement privées. Quelles sont les motivations de Navdeep Bains?
Pourquoi Justin Trudeau ne se présente-t-il pas pour faire respecter la transparence qu'il essaie de forcer dans la gorge de tous les Canadiens à plusieurs autres niveaux? Pourquoi à ce niveau-là, la transparence n'existe plus? Et ce comité-là a choisi 2 vaccins MARN. 2! Des vaccins qui vont avoir une technique complètement différente. Ce ne sera pas des vaccins avec adjuvant. Il y en a un sur les 4 que c'est un vaccin avec un adjuvant, mais là, ça va être 2 vaccins MARN qui ont un potentiel de modifier la génétique humaine. Alors ça, c'est des gens qui sont payés au gouvernement du Canada pour faire des choix qui vous ressemblent? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a personne qui veut se ramasser avec l'équivalent technique d'une trisomie 21 qui ne peut plus jamais se guérir par après. Je pense pas que personne veut se faire modifier sa génétique aujourd'hui. Je pense que votre génétique, elle vous appartient, vous en êtes fier, vous la soignez autant que vous le pouvez, mais vous ne voulez pas forcément aller la changer ou la modifier ou risquer de la changer avec une technologie CRISPR qui est un peu du copier-coller au niveau génétique. Il y a également le 4e, parce qu'il y a 4 vaccins, 2 MARN, un avec adjuvant, plus traditionnel, puis un avec des nanoparticules. Eh oui, les nanoparticules, parce que vous n'avez pas assez de nanoparticules pour être en santé. Ben non, hein? Alors, il touche à tout, hein? Mais il n'y a rien de ça qui est bon pour vous. Il n'y a jamais personne qui s'est levé un matin en disant « Wow, je vais aller faire de l'exercice, je vais respirer de l'air frais, puis je vais m'injecter des nanoparticules. Wouhou! » Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la santé. Il faut prendre l'équation, mais de l'autre bord. Alors, Navdeep Bains, où est-il? Il a beau avoir un turban, on le voit facilement dans une foule, mais on dirait que quand on essaie de poser des questions sérieuses à Navdeep Bains, il n'est jamais là. Il ne s'est jamais commis publiquement non plus pour stopper la mine de Hope, la mine de Hope Bay au Nunavut, qui présentement a reçu 21 millions ou quelque chose comme ça de la compagnie SD Gold, qui appartient au gouvernement communiste chinois de l'État du Shandong. Et évidemment, ça appartient à 100% au gouvernement communiste chinois. Et puis, on voit que finalement, Navdeep Bains, il y aurait le pouvoir, Mélanie Joly aussi aurait le pouvoir de stopper cette vente-là pour environ, il y en a qui disent, à peu près 220 quelques millions de dollars, mais ça reste que c'est pas assez pour une mine qui, au dollar d'aujourd'hui, a une valeur au bas mot de 14 milliards de dollars d'or qui attend dans le sol qu'on la prenne. Donc, évidemment, vendre ça pour 200 quelques millions, c'est absolument ridicule. Et ça a une taille de 1100 km carrés. Alors, n'importe où sur Terre, j'aimerais que vous me trouviez pour 200 millions où est-ce qu'on peut acheter 1100 km carrés de paysage qui a l'air d'un paradis terrestre. Je sais que c'est dans le Nord, mais toutes les photos que j'ai vues, allez les voir. C'est vraiment beau, pour vrai, là. Alors, ça a beau être au Nunavut, ça a beau être loin dans le Nord, c'est un endroit magnifique, bourré d'or, bourré de combien d'autres minéraux, mais on vend ça pour une bouchée de pain au gouvernement communiste chinois et Navdeep Bains ne dit rien à des Canadiens comme moi qui ont essayé de lui demander s'il pouvait stopper cette vente-là qui, à mon sens, est tout à fait illégitime, ou à tout le moins la repousser de quelques années, le temps qu'on discute au niveau national de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 1100 km² qui appartient au Parti communiste chinois au nord du Canada, où il peut y avoir un port en eau profonde, puis où il peut y avoir, qu'il y a déjà dans le fond une piste d'atterrissage qui est très longue, même pour des gros porteurs. Ouais! Fait que Navdeep Bains, où est-il? On va tout de suite aller à Navdeep Bains. Donc, je vais juste changer d'application ici. Et je vais revenir comme ceci. Je m'en étais ouvert une coupe avant. J'avais prévu mon live. Donc, essentiellement, je clique sur mon nom parce que j'ai publié aujourd'hui. Hey, wow, ça, j'aime ça. Je vois ma face en direct pendant que je vous parle sur mon iPhone, puis je vois ça sur ma tablette. Fait que je sais que je suis vraiment en live, là. Alors, il y a 235 partages au moment où je vous parle. Partagez. Il faut qu'on fasse monter le nombre de personnes qui regardent. C'est le fun dans ce temps-là. On est tous ensemble, puis je sens qu'il y a quelque chose de magique qui se produit. Alors, ici, à propos de Navdeep Bains, il a trouvé le moyen d'annoncer des millions de dollars pour financer des initiatives en santé humaine au Canada. On parle du même Navdeep Bains qui refuse
transparence pour le comité qui choisit les vaccins au niveau des conflits d'intérêts, puis ils refusent de protéger les Canadiens, puis ils préfèrent vendre un territoire grand comme 10 fois la ville de Paris au Parti communiste chinois, ce même Navdeep Bains-là, ben lui, il est d'accord pour... Aujourd'hui, il a joué au Père Noël. Aujourd'hui, mardi, le 22 septembre 2020, il a attribué des millions de dollars. Et oui, alors, il est riche, lui. Ben oui, ben c'est vrai qu'il est riche, c'est votre argent. Vous êtes plus riche que vous le pensez. C'est juste que c'est Navdeep qui dépense à votre place. Ben oui, c'est ça qui arrive quand on donne le pouvoir à des gens qui font pas mal ce qu'ils veulent. Alors, évidemment, c'est des projets en sciences humaines. Donc, ce que Navdeep Bains est en train de faire présentement, il est en train de distribuer les cadeaux, les nananes, là, à des études de sciences humaines d'un bout à l'autre du Canada, qui sont plus à Toronto puis à Montréal. Là. Mais essentiellement, c'est des études qui vont justifier le développement durable. Donc, attendez-vous à avoir une guerre aux automobiles, à avoir une glorification sans fin des vélos au Canada. Là, okay? Une glorification sans fin du transport en commun. Ah, quel bonheur! Et imaginez-vous donc que tous les argents qui ont été donnés aujourd'hui par Navdeep Bains sont tous reliés au COVID-19. Donc, toutes les études, je les ai regardées, c'est d'un ridicule. Je vous ai même mis le lien sur mon profil Facebook. Allez lire ça. C'est du bonbon si vous voulez rire, puis en même temps, ouais, c'est ça. Avoir les deux sentiments en même temps, il y a un nom à ça, assurément. Mais c'est toutes les études, là, mais COVID-19. C'est prendre l'autobus, mais avec le COVID-19. Vous allez voir, ça n'a ni queue ni tête. Mais par contre, ça rejoint tous les objectifs du développement durable de l'ONU. Ben oui, parce que l'argent du Canada, si on ne l'envoie pas direct à l'ONU, il faut financer des études qui, elles, vont devenir des outils pour le gouvernement du Canada pour être de plus en plus dans le développement durable. Le développement durable, ça veut dire que moins il y a d'humains, puis plus ça développe durable. Puis plus il y a d'humains, puis moins ça marche. Fait qu'essentiellement, si tous les humains pouvaient disparaître, mon Dieu, que le développement serait durable. Il serait tellement durable, l'humain ne serait plus là pour que ça arrête d'être durable. Mais tout ça, finalement, c'est des études qui vont continuer. Là. Je veux dire, c'est du 2020-2021. Là. Eux autres sont partis en grande. Là. Ils distribuent les nananes, puis ils envoient go. Là. Puis il y avait des appels de candidature. Je regarde un petit peu comment ça s'est produit. Puis essentiellement, les gens, ils appelaient à candidature, puis là, ils reçoivent de l'argent pour faire des études en sciences humaines. Puis c'est même pas des études, c'est juste des papiers qui disent « Ah oui, quand tu prends les transports en commun avec le COVID, il faut que tu te distancies, puis il y a des bancs ici, des bancs là. » En fait, on ne sait pas ce qui va être contenu exactement là-dedans, mais on se fie un petit peu au titre, puis on se dit un petit peu, bon, ils vont sûrement parler de quelque chose qui ressemble à ça, dans l'abribus, le temps de se rendre au transport en commun, est-ce que tu peux passer d'un autobus à un métro, est-ce que, bon, il va y avoir probablement plein de sujets, mais c'est tout relié à la COVID. C'est pour créer une forme de normalisation de la nouvelle normale, trait d'union, COVID. Eh oui, parce que le développement durable de l'ONU, ils disent la nouvelle normale du COVID, c'est pour aider, puis c'est toujours avec les mêmes objectifs, donc de faire la guerre aux émissions de carbone pour protéger le climat. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils font des discours aussi bien au Forum économique mondial qu'à l'ONU, ils disent toujours la COVID, mais pour combattre les changements climatiques. Ben oui, c'est toujours relié, parce qu'en réalité, c'est là qu'ils font le passe de cash avec des taxes sur le carbone. Des taxes qui sont très importante dans plusieurs pays comme le Canada, et c'est graduel année après année. Vous savez qu'on paye de plus en plus cher pour les taxes carbone. Justin Trudeau, il a mis ça sur 5 ans et on va payer la note très cher dans les prochaines années. Et ça va être la même chose dans plusieurs autres pays. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Les grosses compagnies refilent ça aux consommateurs. Les consommateurs disent « Je comprends pas, il me semble que la nourriture coûte plus cher, il me semble que les articles que j'achète coûtent plus cher, il me semble que l'automobile, mon Dieu, comment ça se fait que ça coûte de plus en plus cher une auto? Ça n'a pas de bon sens. Je paye, mettons, je sais pas, 500$ par mois pour ma location, il me semble que je n'ai pas un véhicule si extraordinaire que ça. Puis, mon Dieu, où ça va cet argent-là? C'est le développement durable, c'est l'ONU, c'est la guerre contre les taxes du carbone qui viennent multiplier cet effet-là, parce qu'oubliez pas que c'est pas juste lorsque vous achetez ou louez le véhicule, c'est toutes les autres usines avant qui ont permis de créer votre automobile qui se sont fait taxer à leur niveau.
Puis ça finit par vous arriver à vous avec une grosse vague de taxes. Mais les taxes sont récupérées souvent pour des programmes qui vont à l'ONU ou qui vont à des choses qui sont ONU-friendly ou encore qui vont vers du développement durable friendly. Donc, c'est une grande boucle où est-ce que les consommateurs se font arnaquer sans fin et l'argent est recyclé à travers un réseau un peu comme celui de Navdeep Bains avec tout l'argent qui vient distribuer aujourd'hui, des millions de dollars. Ou est-ce que finalement, il y a des gens qui font des études pour nous dire que tout ça est bon? Parce que c'est un peu ce qu'ils disent. Eux autres ne remettent jamais en question l'agenda de l'ONU. Ben non, c'est de là qu'ils prennent leur financement. Jamais de la vie qu'ils vont dire que c'est pas bon. Alors essentiellement, Navdeep Bains, pendant qu'il refuse de protéger le Canada contre la Chine communiste, pendant qu'il refuse de protéger les Canadiens avec de la vraie transparence au niveau du comité qui choisit les vaccins, déjà des vaccins neurotoxiques, mais bon, il y a un comité qui les choisit. Non, il dit non à la transparence de ce côté-là, il ne se prononce pas, il ne veut pas aller plus loin. Prend ça à la légère, probablement. Ben, ce même gars-là distribue des millions pour finalement aider au narratif du développement durable, aider au narratif qui va permettre au gouvernement plus tard de dire « Ah, mais là, les citoyens canadiens, vous n'avez pas le droit de parler, il y a une étude, il y a un papier. On se fie à quelque chose, mais ils ne diront jamais que c'est eux qui ont payé en partie ou en totalité ce papier-là. Ils vont juste dire ça existe, ça a été dit par d'éminents écrivains ou auteurs. Puis, vous savez, tout ça se nourrit. Hein? Fait qu'il faut être extrêmement attentif. J'aimerais vous féliciter, la gang, parce que je le sais que dans les derniers mois et les dernières semaines et même les derniers jours, vous avez été bombardés par des vidéos, par des documents, par des analyses, par des PDF. Vous avez votre job, votre famille, les enfants. Il faut que vous dormiez à un moment donné et vous avez été extrêmement résilient parce que malgré l'assaut d'informations, vous avez été capable de trouver votre nouvel équilibre et de dire « Parfait, je m'informe, j'utilise mon sens critique et je suis capable d'arriver à parler avec du sens pour moi et pour les autres d'un sujet qui était complexe, mais je l'ai appris rapidement. Et maintenant, je suis capable de faire des progrès avec ça. » Alors, vous, là, en tant que personne, vous existez et vous avez le droit d'avoir des opinions sur les choses et vous avez le droit de vous renseigner et même de faire des erreurs. Vous avez le droit d'apprendre les choses à votre rythme. C'est pas tout le monde qui a la science infuse en une seconde puis qui est capable de tout comprendre. Navdeep Bains, apparemment, qui n'a pas encore compris comment défendre le Canada contre la Chine communiste. Alors, on n'ira pas blâmer quelqu'un qui essaye d'apprendre des choses, de ne pas l'avoir appris en claquant des doigts. Alors, je veux vous féliciter parce que vous auriez pu écraser, vous auriez pu être découragé. Peut-être que vous l'avez été un peu, pourquoi pas. On est humain, on a le droit de monter, descendre, et on a le droit également de rechercher notre équilibre. Donc, quand des choses arrivent à vous en trop grande quantité, vous avez le droit de ne pas tout lire et lire ça une autre fois. Vous avez le droit de lire en diagonale. Vous avez le droit de répondre, bon, ok, j'ai pas eu le temps. C'est pas un manque de non-respect, c'est juste un signe de respect envers vous-même. Vous n'êtes pas une machine et vous avez le droit de prendre du temps pour bien comprendre. Ce sont des enjeux extrêmement importants. Les gouvernements essaient de nous dire que le rythme à toutes les semaines, à tous les jours, à tous les mois, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être discutées sur une plus longue période de temps et présentement, les gouvernements exagèrent en essayant de toutes les rentrer en même temps et ça cause énormément de problématiques auprès de la population parce que là, on se rend compte qu'il y a une dichotomie énorme entre ce que le gouvernement dit qui est bon et ce que la population veut réellement. Et on dirait qu'il n'y a pas de forum ou de pont pour faire le lien entre les deux. Donc, les élus, eux autres, persistent et signent, ils continuent. Puis la population continue à dire « Mais c'est pas ça qu'on voulait, vous nous écoutez pas. C'est pas ça que nous, on veut. On veut un vrai débat, on veut en parler. On n'est pas forcément contre, on n'est pas forcément pour. Mais si on n'en parle pas, comment voulez-vous représenter notre opinion si on n'a jamais eu vraiment l'occasion de la dire? » Alors, il faut continuer de se respecter. Quand ces choses comme ça arrivent, en tant que personne, physiquement et spirituellement, vous vous ancrez. Vous prenez place où vous vous trouvez. Et cet endroit-là, vous êtes capable de prendre autour de vous tout l'espace dont vous avez besoin, non seulement pour comprendre, non seulement pour interagir, mais également pour exister et réaliser la pleine version de vous-même. Ça vous appartient. C'est là que vous rayonnez. Puis c'est là que vous allez également retrouver un équilibre. Depuis le temps que je vous répète de ne pas suivre des gourous ou des gens qui essaient de vous dire quoi faire, mais plutôt de retourner à votre cœur, d'écouter ce qui fait cohérence pour vous, d'écouter ce qui fait du sens dans votre bon jugement.
écoutez la voix de votre propre raison. Écoutez la raison qui doit émerger lorsque vous êtes confronté à de nouvelles informations. Tout ça vous appartient. C'est votre coffre à outils et c'est vous qui avancez. Donc, je vous en parle parce que présentement, il y a tellement d'informations et il y a si peu de temps qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ma foi, je me sens dépassé. » Ben, join the club, on l'est tous un peu. Et le gouvernement ne fait rien pour aider. Évidemment, eux autres exagèrent et en remettent une couche à chaque occasion qu'ils ont. Et probablement qu'à tous les jours de semaine, ça va continuer peut-être pendant 18, 24 mois, les mois qu'ils nous disaient, qui vont continuer à nous changer complètement les normes de la société, de rétrécir les espaces de liberté qu'il nous reste. Alors, c'est à nous d'exister et de dire « je me respecte et moi, je trouve qu'un masque en tout temps, lorsque je me trouve dans un commerce, c'est exagéré, alors que les policiers, il faut qu'ils se trouvent 15 minutes un à côté de l'autre avant que ça commence à faire du sens d'en mettre un. » Alors, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Et si on commence à se fier davantage à la science, comme le Dr Rosenberg le disait, ben, il va falloir qu'on soit capable d'avancer tout le monde avec cohérence et avec raison, ce qui présentement semble ne pas être le cas dans tous les cas. Alors, j'aurais pu vous parler sérieusement de Navdeep Bains pendant 1 heure, juste à vous lire les projets. Je suis certain que vous auriez ri parce que moi, j'ai ri. Je riais jaune, mais je riais. C'était vraiment drôle de voir les titres des projets et comment c'était facile d'avoir obtenu de l'argent de Navdeep Bains à l'innovation avec Mélanie Joly aussi. Alors, chez les libéraux, c'est extrêmement généreux. Bonne nouvelle, c'est votre argent. J'avais fait également une petite nouvelle sur Pascal Ferrier, qui habite Saint-Hubert, à Longueuil, et qui a essayé de faire un envoi postal avec de la ricine à la Maison-Blanche, à Donald J. Trump. Ça aurait pu être un incident diplomatique encore plus gros que ça l'a été, d'essayer d'atteindre à la vie du président américain. Ce n'est pas une petite nouvelle, c'est une grosse nouvelle. Cette personne-là a passé en cours aujourd'hui. Je n'ai pas eu de nouvelles sur qu'est-ce qui est arrivé, mais chose certaine, c'est qu'en 2015, c'est une citoyenne française qui est devenue canadienne et elle a habité également aux États-Unis, au Texas, à Mission, la ville de Mission, où il y a un poste de police, où elle aurait fait de la prison, donc elle a un passé criminel, mais en même temps, l'idée d'aller envoyer des lettres, elle aurait envoyé environ 5 lettres avec de la ricine à l'intérieur vers des agences gouvernementales américaines, mais elle aurait également surtout envoyé une lettre au président Trump, mais à part un tweet, et on n'est pas totalement sûr que c'est elle qui l'aurait envoyé. Quand on regarde le tweet, on dit bon, ça ressemble beaucoup, mais encore une fois, est-ce vraiment elle? Bon, c'est un compte plus récent, puis elle renchérissait sur le fait qu'il fallait kill Trump, tuer Trump, ça n'a aucun sens, je veux dire. C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes, c'est simplement en allant avec une démarche qui est beaucoup plus constructive que celle qu'elle a prise. Mais toujours est-il que ses amours dans sa vie, si on se fie à son profil Facebook qui est toujours disponible et que vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien sur mon flux, sur mon profil Facebook. Ses tripes d'envie, c'était son animal domestique, son petit chien, puis son VR, son véhicule pour aller faire de la route puis faire du camping. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle décide d'atteindre à la vie du président américain, mais elle l'a fait. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire de plus à surveiller. C'est souvent considéré comme un fait divers, mais comme elle a atteint à la vie du président américain, elle n'y est pas parvenue, bien sûr, mais comme elle aurait atteint, c'est une nouvelle qui demeure importante à surveiller, à mon sens. On a également, parmi les nouvelles qui ont sorti, il y a une analyse intitulée « Efficacité des méthodes barrières contre le COVID-19 dans les environnements de travail personnel, revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyse ». Ça a fait beaucoup réagir et à juste titre, puisque ça discrédite toute l'approche pro-masque de la CAQ et du docteur Horacio Arruda au passage, qui pourtant persiste et signe lui, malgré l'évidence scientifique qui fait fausse route. Donc, c'est de l'information qui a été diffusée par la docteure Elisabeth Lajoie de l'INSPQ. Donc, je vous invite à aller voir ça parce que la petite citation qui a fait frémir certains grands médias radiophoniques et d'autres grands médias, c'est la citation suivante. Ça dit très spécifiquement dans le rapport, dans la méta-analyse, « Il manque de données scientifiques fiables
pour juger de l'efficacité ou de l'inefficacité du couvre-visage dans la population générale. Alors ça, c'est majeur, les amis. C'est majeur parce que c'est l'INSPQ qui, après avoir fait une méta-analyse de plusieurs autres études, et dans le rapport, ils expliquent très précisément que c'est une méta-analyse exhaustive. Et ce sont des scientifiques rigoureux qui ont fait ça. Alors, s'ils arrivent à la conclusion qu'il manque de données scientifiques fiables pour juger de l'efficacité ou de l'inefficacité du couvre-visage, ma foi, comment ça se fait que c'est encore nécessaire dans les commerces? À ce moment-là, on peut dire que la décision est beaucoup plus politique que sanitaire ou alors scientifique. Parce que présentement, l'INSPQ a publié des informations qui ne semblent pas aller dans le sens de ce que le docteur Horacio Arruda a comme directive qu'il donne aux agences de santé publique du Québec et aux Québécois. Donc ça, c'était une autre nouvelle que je pense qui était vraiment très importante à lire, qui est dans mon flux de nouvelles. L'autre nouvelle que je voulais vous parler, ça concerne un projet de loi, et pas n'importe lequel, c'est le projet de loi 64 que Sonia Lebel est en train de tricoter. Et oui, Sonia Lebel qui a repris le flambeau du projet de loi 61 qui, dans sa première version, avait été présenté par Christian Dubé. Alors, l'infâme première version du projet de loi 61 qui a été torpillée, ben Sonia Lebel l'a repris pour peut-être le représenter. On ne sait pas si ça va revenir sous la forme du projet de loi 61 ou un autre projet de loi, si ça n'a pas déjà été ajouté à d'autres lois. Et là, on parle du projet de loi 64. Celui-là, vous allez voir que ça ressemble un petit peu au GDPR qu'il y a en Europe, qui fait en sorte que tous les sites web, vous avez tout le temps à répondre que vous êtes d'accord avec les cookies et l'utilisation de vos infos personnelles lorsque vous allez sur des sites en Europe. C'est aujourd'hui qu'a commencé les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 64, soit la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Donc, des consultations où vous allez retrouver des avocats, des groupes d'intérêt privés. Je pense que demain ou après-demain, il y a l'Office de la protection du consommateur qui va être là aussi. Donc, il va y avoir une variété d'opinions. Mais encore une fois, tout ça, ça peut déraper très vite parce que quand on considère les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, soyez conscients que toutes les entreprises, tous les gouvernements ont presque tous des renseignements personnels sur vous ou à propos d'autres personnes. Et là, tout à coup, ces nouvelles dispositions-là de la loi, du projet de loi 64 vont impacter tout ça. Bon, vous avez sûrement le goût de lire, peut-être pas, tout ça. Je vous ai mis tous les liens si vous voulez consulter le projet de loi 64, si vous voulez télécharger le PDF, lire ça attentivement. Vous allez voir qu'une grosse partie du projet de loi, c'est à tel numéro de la loi, on change pour ajouter tel élément. Tel élément va être ajouté à l'autre numéro, puis à l'autre numéro. Fait que ça devient un peu byzantin à lire parce qu'il faut quasiment que tu ailles les références à chaque fois que tu vois les ajouts, les enlèvements d'informations. Fait que c'est vraiment un travail qu'un avocat aurait du fun à faire plus que le commun des mortels, je vous l'avoue. Là. Mais il va y avoir finalement des impacts majeurs de tout ça. OK? Et en gros, ce qui retourne, c'est que le projet de loi précise diverses exigences relatives au consentement requis préalablement à une collecte, à une utilisation ou à une communication de renseignements personnels. Le problème, c'est que si tout ça ne se fait pas bien, il pourrait y avoir des pénalités, des amendes. Imaginez le stress que ça va mettre dans une entreprise sur la personne qui va être en charge des renseignements personnels parce qu'il va devoir y avoir quelqu'un qui va répondre pour les renseignements personnels. Toutes des choses nouvelles. Comme si les entreprises n'avaient pas assez de défis présentement, ça a l'air que Sonia Lebel a décidé que maintenant était le bon temps pour leur en mettre une autre couche de plus sur les épaules, non seulement au plan de comment on gère les renseignements personnels, mais également au niveau des amendes qui peuvent découler de tout ça, ce qui peut coûter extrêmement cher ou même finalement causer des stress à une entreprise qui ne sont pas nécessaires parce qu'on doit quand même continuer à faire face aux entreprises du reste de la planète au niveau de la concurrence. Fait que rajouter ça maintenant, je ne sais pas quel est leur calcul politique.
il y a eu des tentatives très réelles de tuer des pans entiers de l'économie au Québec. Est-ce que ça, c'est une tentative de tuer ce qui reste? Je ne le sais pas. Mais sachez au passage deux choses, OK? Le projet de loi révise les fonctions et les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont devoir être autorisés pour parler à la Commission d'accès à l'information si l'on se fie à toutes les dispositions et à la lecture que moi j'en fais. Alors, chacun est responsable d'aller faire sa propre lecture. Moi, ce que j'en ai lu, c'est qu'il va y avoir des personnes responsables en entreprise et ces personnes-là vont avoir des comptes à rendre à quelque part à la Commission d'accès à l'information. Deuxième point à retenir, le projet de loi modifie les dispositions pénales applicables en cas de contravention à la loi, notamment en haussant le montant des amendes. Donc, il n'y a aucune forme de cohabitation pacifique avec quelqu'un qui est moins familier avec les renseignements personnels. On passe tout de suite, un peu comme les codes de couleur, dès qu'il y a quelques cas, oups, jaune, orange, rouge. Ça va extrêmement vite. Ben là, c'est un peu la même approche que moi, je qualifie quasiment de tyrannique au niveau des renseignements personnels, qui va s'appliquer avec des amendes qui sont beaucoup plus sévères au niveau du projet de loi 64. Autant les gens ont été dans la rue pour le projet de loi 61, autant il fait plus froid. Mais manifestez-vous, dites au gouvernement que ça, ce que vous pouvez voir maintenant dans le projet de loi 64, ça ouvre une porte vers des abus potentiels contre des petites entreprises qui n'auront pas forcément les moyens de se battre pour faire valoir leurs droits, à simplement faire des erreurs de temps en temps. Les petites entreprises, un centre jardin, une coiffeuse, si les renseignements personnels ne sont pas gérés comme il se doit, ma foi, des amendes, c'est vraiment ça la réponse, d'avoir une administration lourde pour essayer de savoir comment on gère les renseignements personnels. Tout ça, finalement, c'est une immense matrice qui se referme sur les citoyens, qui se referme sur les petites entreprises, mais où les grandes entreprises vont pouvoir se payer des consultants très dispendieux, déductibles pour la plupart, donc aux frais des contribuables de manière indirecte, pour finalement être conformes à tout ça. Donc, les très grandes entreprises, pour elles, c'est comme passer la tondeuse sur toutes les petites entreprises. Donc, c'est absolument génial, ces règles-là pour eux autres. Donc, c'est sûr que vous allez entendre tous les grands dirigeants d'entreprise célébrer le projet de loi 64. Évidemment, ça risque de contribuer à faire du mal à des petites entreprises. Alors, il y a un combat commercial, mais eux autres, si les grandes entreprises n'ont rien à faire puis ils voient que le gouvernement est en train de taper sa tête de quiconque gère des renseignements personnels, et Dieu sait que toutes les entreprises ou presque en gèrent, ben là, eux autres, ils vont juste être trop contents de voir ça aller. Ils vont engager une couple de comptables de plus ou des avocats de plus. Ils vont dire, regarde, occupe-toi des renseignements personnels pour notre entreprise de multi-centaines de millions de dollars par année. Puis eux autres, ça va être parfait, mais les petites entreprises, les petites shops jusqu'à 30 employés, 50, 60, ils ont-ils vraiment les moyens de commencer à marcher sur des œufs à chaque fois que quelqu'un dit son nom, qu'à chaque fois que quelqu'un dit son adresse? C'est très grave ce qui se passe présentement. Puis la Commission d'accès à l'information, bien, si on veut avoir des renseignements, puis il faut soudainement avoir une relation de géométrie différente qui réduit notre accès à l'information, bien, finalement, on n'avance pas du tout. Mais le gouvernement, lui, il se blinde, il se protège. Donc, sous le couvert de bien faire, encore une fois, je pense que ça va plomber plusieurs personnes. Alors, évidemment, j'ai parlé de plein d'autres sujets, mais ce soir, je ne veux pas vous garder trop longtemps parce que je veux que vous ayez le temps de regarder justement le déluge d'autres informations. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec Trump? Qu'est-ce qu'on fait avec QAnon? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les renseignements qui sortent? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce qu'on peut regarder de ce côté-là? La réponse, elle vous appartient. Elle ne m'appartient pas et elle n'appartient pas à quelqu'un qui vous dit de dire à tout le monde que vous avez tout compris parce que vous l'avez écouté. Il faut que vous soyez capable de faire votre propre idée par rapport à ce sujet-là et à tous les autres. D'ailleurs, servez-vous de QAnon et de Trump et de tout ce que vous entendez sur des mouvements militaires du l'armée de la Virginie du Nord, puis tout ce qui concerne les tunnels, tout ce qui concerne finalement les informations qu'on aimerait bien voir avérées à un moment donné de manière plus officielle parce que ça vient nous chercher à l'intérieur, parce qu'on ne veut pas
qu'aucun enfant souffre. On ne veut pas qu'il y ait d'abus, on ne veut pas qu'il y ait de trafic humain, on ne veut pas qu'il y ait de dérive de type mafieuse, de type satanique, de type n'importe lequel qui n'est pas bonne. On veut que ces forces-là soient réduites à néant. Donc, c'est sûr qu'on a un biais pour que la lumière gagne, qu'importe le chemin qu'elle prend, mais en bout de ligne, la lumière gagne. Mais en même temps, utilisez ça pour toujours faire preuve d'esprit critique. Prenez un petit recul et dites, bon, mettons que ce serait le cas. Mettons que ça fonctionne. Est-ce que moi, il faut que je mette ma propre switch d'initiative personnelle à off? La réponse, c'est non. Vous devez continuer à avancer malgré tout. Vous devez prendre cette information-là. Vous devez comprendre que cette information-là a une importance, mais il ne faut pas que ça prenne toute l'importance. Il faut que vous continuiez, vous, à vous poser la question, est-ce que je suis une victime ou je suis un créateur? Excellent, j'ai décidé d'être un créateur et de ne pas être une victime. Donc, je prends en main ma propre vie, mes propres décisions. Et en tant que créateur, je crée quoi? Qu'est-ce que je crée aujourd'hui? Est-ce que je crée une analyse sur quelque chose? Est-ce que je crée une relation avec un ami à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, à qui je vais jaser toutes sortes de sujets? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir de création? Bien, vous allez vous rendre compte que si on est des millions à prendre notre pouvoir de création, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde où vous m'écoutez, puis Dieu sait que vous m'écoutez d'à peu près partout, j'ai tellement reçu de messages. Yes, la gang! Vous êtes vraiment partout en passant, j'espère que vous le savez. Australie, Caraïbes, Afrique, Asie, Vietnam, vous êtes vraiment partout. Alors, c'est incroyable comment vous êtes des globetrotters, j'espère que vous le savez. Mais vous êtes évidemment énorme en tant que bloc à m'écouter au Québec et un petit peu de plus en plus en Europe. Mais qu'importe où vous êtes, soyez le créateur qui crée le monde dans lequel vous voulez vivre afin que vous soyez éveillé à votre plein potentiel à vivre en pleine conscience, en plein éveil, avec tous les pouvoirs que vous avez déjà, que vous libérez. Vous libérez ce que ça prend pour qu'autour de vous, ça vous ressemble dans ce que vous avez de plus beau et de plus cohérent et de plus ancré, alors que vous prenez votre place, alors que vous vous respectez. Quand vous vous respectez, vous êtes capable d'avoir une discussion qui est le fun avec autrui en disant peut-être que je ne suis pas d'accord, mais on va en parler. Puis peut-être que tu as raison, puis peut-être que j'ai tort, mais parlons-en justement. Et quand on échange, quand on avance, et quand on est capable d'être dans une forme d'unification et non de division, qu'on n'est pas dans le Black Lives Matter dans tout, et qu'on ne veut pas qu'il y ait juste une façon de voir la vie, bien là, tout à coup, on se met à avancer. D'ailleurs, Black Lives Matter a été beaucoup dans l'actualité. C'est toujours drôle de voir ça. Ben drôle puis pas, là. Dans le sens que on sait que des Noirs, il y en a qui ont le teint plus foncé, d'autres plus pâle. Est-ce que si on disait, par exemple, Dark Black Lives Matter, les peaux noires foncées ont de l'importance, ou Pale Black Lives Matter, ceux qui ont la peau pâle noire, est-ce qu'ils sont plus importants que ceux qui ont la peau foncée? Est-ce que ceux qui ont le visage plus en hauteur sont plus importants que ceux qui ont le visage un petit peu plus carré? Allez en parler aux Tutsis et aux Hutus au Rwanda. Ils vont pouvoir vous dire si toutes les vies noires sont importantes, mais essentiellement, plus on creuse ce trou-là, est-ce que les vies des Asiatiques sont importantes? C'est une question qui se pose. Bien, c'est parce que vous voyez que c'est un mouvement de division. Puis il faut arrêter de diviser. La lumière est forte quand on l'unit, quand on fait quelque chose de beau avec, puis vous êtes des créateurs. Alors, laissez-vous pas diviser, laissez-vous pas prendre dans un piège idéologique afin de vous garder dans une petite case où vous devez faire de la bien-pensance continuellement et renier ce qui entre dans vous est une palette de tons de gris quasi infinie d'opinions et de variantes. Donc, laissez-vous de la place. Laissez-vous de la place pour exister. Puis évidemment, Black Lives Matter, c'est un autre bel exemple, un peu comme QAnon, pour dire, bon, ben, il y a là des gens qui y croient. Est-ce que moi, j'ai affaire à y croire? Est-ce qu'il y a là peut-être quelqu'un qui manipule quelque chose? Sans dire que Trump ou QAnon est manipulé, sans dire que Black Lives Matter est tout le temps manipulé. Il y a peut-être des gens qui sont là-dedans de très bonne foi aussi. En même temps, vous voyez que si vous avez un ami noir, il n'y a pas besoin d'avoir un gilet Black Lives Matter pour qu'il soit important pour vous. Il est important, c'est tout.
Alors, c'est comme ça qu'il faut entrevoir la vie en tant que créateur. Vous venez de créer une belle relation. Ben voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas eu besoin de manuel d'instruction. Vous avez simplement été vous-même. Vous avez simplement connecté avec l'autre, puis bang, c'est fait. Alors, la gang, sur mon patio, ce soir, j'entends les trains. Ça veut dire qu'il y a encore du commerce. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui bougent. C'est très calme. Je sens que tout le monde se couche plus de bonne heure. Je sens que vous avez beaucoup à absorber en septembre, les devoirs, l'école, tout ce qui va avec la rentrée scolaire, finalement, le changement de saison. Alors, tenez bon, courage. Vous êtes la personne que vous devez être en ce moment et incroyablement, même si vous n'êtes pas capable de tout comprendre, et moi-même je ne comprends pas tout, tout est parfait. Ceux qui nous poussent à bout, ceux qui nous rendent dingues à force de nous emmener des conditions folles, vont aider certaines personnes à être conscientes de ce qui se passe. Fait qu'incroyablement, on aurait beau amener un déluge d'informations, il n'y a rien qui va les allumer autant que des mesures coercitives. Donc, tout est parfait. Mais il faut simplement demeurer des créateurs. Il faut demeurer dans notre respect. Il faut demeurer capable d'avoir des discussions. Il faut demeurer capable de faire le sens la part des choses et avoir un sens commun. Et ça, j'aimerais vous féliciter parce que je le vois par vos commentaires, par vos publications, par vos vidéos. Parce que ceux qui font des vidéos, yes, je suis fier de vous autres. Je suis fier de tout le monde, mais ça, je vois la créativité au Québec, puis wow, j'espère que vous savez que vous êtes hot. Vous créez des choses, vous êtes des créateurs. Mais en même temps, posez-vous toujours la question, je me lève ce matin, je fais quelque chose. Vous vous couchez le soir et vous dites, est-ce que j'ai réalisé ce que je voulais? Pas au complet, c'est pas grave. On se frotte les mains, on recommence le lendemain, puis on continue. J'ai eu la chance également de voir en personne certains d'entre vous. Ça a été génial, vous êtes vraiment cool, la gang. Je vois que vous êtes en train, de toute façon, de vous organiser, parce que beaucoup de gens disent comment on fait pour finalement être capable de créer notre réalité. Bien, on la crée, tout simplement. Dans mon cas, à moi, ça a été de faire des vidéos, de faire des articles, de vous répondre, de faire des suivis, de vous donner des conseils, de recevoir de vos conseils aussi. Ça va dans les deux sens, là. Donc, je vous remercie énormément d'être là parce que c'est ensemble qu'on réussit à faire des choses. Je remercie de tout cœur ceux qui ont pensé à m'aider avec un don. Bon, ben c'est grâce à vous que je suis là. Sans vous, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous remercie évidemment de tout cœur, de tout cœur. Et ben, ceux qui le veulent, je mettrai des petits liens et puis vous serez libre, évidemment, comme dans absolument tous les aspects de votre vie. Soyez libre. Soyez libre, souverain, fier, dans votre cœur, dans votre amour, rayonnez. Puis n'oubliez jamais, les ombres peuvent manipuler la lumière, mais ils ne sont absolument pas capables de manipuler l'amour. Ça nous appartient à nous. Et c'est la raison pour laquelle on dit que lorsqu'on est dans notre amour infini et inconditionnel, on est extrêmement fort parce qu'on vibre tellement qu'on est capable d'éclipser les ombres. Simplement parce qu'on vibre. N'oubliez pas, dans l'univers, tout est fréquence, vibration et énergie. Partez avec les fondamentaux, équilibrez-vous, soyez pas dans des déséquilibres, mettez pas tous vos œufs dans un panier d'une approche ou d'une autre. Demeurez quand même capable de faire la part des choses, ayez vos favoris, mais soyez capable de bien analyser. Puis moi, je pense que vous allez être étonné à quel point vous allez découvrir la version de vous que vous voulez avoir à tous les jours pour contribuer au monde dans lequel vous voulez vivre et dans lequel on veut tous vivre. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite une belle soirée et peut-être si vous m'écoutez en plein jour, bonne journée. Profitez-en pour regarder les feuilles, profitez-en pour vous intéresser à l'équinoxe d'automne, profitez-en pour vous intéresser à la nature, allez toucher un arbre, allez vous interroger avec des gens à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps et faites juste pratiquer votre discours un petit peu. Vous allez voir, ça va vous venir, vous allez trouver ça le fun, puis vous allez ouvrir des choses que vous ne saviez même pas qui étaient là et qui attendaient que vous les découvriez. Alors, merci d'être là, vous êtes génial. Merci, merci de tout cœur. Et on continue, on avance, on ne lâche pas, on est fort, on prend notre place. À bientôt.